Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Monsieur Dumont, bonjour. Nouvel épisode de ton balado Contact, mise en ligne. L'ancien ambassadeur français en Israël, Monsieur Danon, à qui t'as parlé, est-ce qu'il a le moindre optimisme basé sur son expérience de la région pour la guerre qui est en cours? Alors, il faut préciser qu'il était ambassadeur jusqu'en juillet 2023, parti quelques jours avant l'attentat ou les attentats du Hamas du 7 octobre 2023. Il est d'avis qu'on doit aujourd'hui hésiter avant d'employer le mot solution. Il parle plutôt de dynamique, de tectonique qui se déplace, puis c'est pas anodin ou que sémantique, parce que la solution pour lui, c'est son expérience. Il faut voir qu'il y a un point de vue qui est ou qui paraîtra peut-être pour certains plus pro-israélien que pro-palestinien. C'est un regard très froid de réel-politique, de diplomate capable de contempler la situation et sans mettre des lunettes roses. C'est pour ça qu'il dit la solution ou les solutions à court terme, c'est peut-être pas les termes appropriés, justement parce que ça crée un espoir qui ne s'inscrit pas dans la logique du temps qu'il faudra pour résoudre ce conflit. En d'autres termes, il n'existe pas une telle chose qu'une solution qui réglerait le problème et on ferme les livres, là. Ce que certains espèrent. Il n'y en a pas une à court terme. Ouais. Exact. Il n'y en a pas. D'abord, ça ne sera pas par magie. Les solutions souvent s'imposent par la force. On parle d'ailleurs du conflit en Ukraine où il est à même de reconnaître que le rapport de force, et peut-être celui de la Russie, aura une incidence sur ce que seront les frontières de l'Ukraine le jour où on s'assoira à la table de négociation. Il est surtout à répéter une chose qui est absolument fondée, je crois, c'est que la cause palestinienne, pour beaucoup de pays arabes, est devenue le ciment utile entre des pays qui, par ailleurs, sur plein d'autres enjeux, ne s'entendent pas. Je te propose un court extrait qui donne le ton et qui risque d'engendrer quelques réactions. Un jour, dans les couloirs de l'ONU, un très haut responsable algérien m'avait dit, parce que je disais c'est un peu cynique tout ça quand même, il m'a dit « Les Palestiniens sont les idiots utiles de la cohésion du monde arabe ». Donc instrumentalisés. Totalement. Ouais, ça le mérite. Tu parles totalement instrumentalisé. Tu parles de réel politique et de regard cru. Oui, on entend ça. C'en est un. Et je pense que c'est vrai que les Palestiniens souvent pensent avoir des alliés dans le monde arabe. Ils en ont de façade, mais pas toujours sur le fond. C'est ce qui explique que plusieurs pays, théoriquement alliés de la Palestine, étaient prêts à s'entendre avec Israël à l'époque où M. Trump était au pouvoir avec ces fameuses ententes d'Abraham. Et la solution, pense Danon, c'est qu'à terme, l'Arabie saoudite pourrait devenir un acteur essentiel, sinon incontournable, de la résolution du conflit en s'entendant avec Israël et en faisant de Gaza pas quelque chose qui serait un protectorat, ça serait peut-être difficile symboliquement à accepter, mais certainement en tout cas un territoire où ils auraient un rôle à jouer très actif. Reste à voir évidemment si les parties prenantes, et dans ce cas-ci, les Palestiniens sont d'accord. Je rappelle qu'aujourd'hui, Human Rights Watch publie un rapport accablant sur ce qui se passe à Gaza, parlant de crimes de guerre posés par Israël, de déplacements de populations qui sont répétés, inutiles et cruels. Tu es en France, coup de tonnerre hier en politique française, alors que Marine Le Pen s'est vue faire face à la justice. Est-ce qu'elle est politiquement finie? C'est la question que beaucoup de gens se posent ici. Si on a à contempler le passé récent, on pourrait se demander s'il y a des parallèles à faire avec M. Trump, parce que lui aussi a fait affaire à la justice de façon répétée aux États-Unis, et ça s'est davantage, dans son cas, transformé en carburant. Il faut voir que Donald Trump aux États-Unis, dans le système judiciaire, aurait pu être condamné, mis en prison et continuer à faire campagne de sa prison. Il aurait pu même être élu et être président en direct de sa prison. En France, les choses se
se présente très différemment. Il faut voir qu'elle n'a pas été condamnée. C'est le réquisitoire du parquet. Donc, c'est une vieille affaire. C'est l'affaire des assistants parlementaires. Je t'explique très rapidement. C'est des assistants qui travaillaient pour des députés élus du Rassemblement national, qui à l'époque était le Front national, au Parlement européen. Et ce qui est allégué, c'est qu'on a détourné des sommes importantes. On parle de millions d'euros, c'est-à-dire que ces assistants parlementaires qui auraient dû travailler à appuyer les députés au Parlement européen ont au contraire fait du travail politique pour le Front à l'époque, le Rassemblement aujourd'hui, mais qui n'était absolument pas lié aux activités parlementaires. Du Parlement européen. Est-ce que c'est le seul parti à avoir fait ça? La réponse, puisque tu poses la question, c'est non. Il y a le parti de M. Bayrou. Le parti de M. Bayrou, qui lui n'était pas député au Parti européen à ce moment-là, mais qui avait des députés. En fait, c'est le fait de petits partis. À l'époque, le Front national était un petit parti qui n'arrivait pas à se faire élire en France, mais qui était élu au Parlement européen et qui subventionnait donc souvent leurs activités, parce que c'est assez clairement démontré, subventionnaient leurs activités à même les salaires versés à des assistants qui auraient dû travailler, évidemment, pour l'activité de leur patron au Parlement européen. Alors, dans ce cas-ci, on parle quand même de sommes conséquentes, 4 millions et demi d'euros sur une période d'une dizaine d'années. En fait, ça, c'est la valeur des salaires. C'est qu'on prend la valeur des salaires qui n'ont pas fait le travail, puis ça devient le montant de la fraude, là. Je comprends. Mais là, c'est un peu comme si... Je voyais 5 ans d'inéligibilité, là, pourrait se voir interdit carrément 5 ans de prison, potentiellement, 5 ans d'inéligibilité, 300 000 euros d'amende et à la clé, c'est très important, c'est ce que demande le parquet. Encore une fois, elle est jusqu'à ce jour innocente parce que la défense va justement présenter son point de vue au cours des prochains jours. Mais ce que demande le parquet, c'est que même si elle décide d'aller en appel, l'inéligibilité soit maintenue jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Alors, en quoi c'est un tremblement de terre politique? Ben, il y a des élections présidentielles en 2027. Le Rassemblement national est la première formation politique en France. Aux dernières élections législatives, il est arrivé en tête le parti, avec près de 40% des intentions de vote. Et il est pour autant représenté nulle part. Il y a un rendez-vous qui est promis aux électeurs en 2027 pour les présidentielles, où Marine Le Pen voulait se présenter, avec un ticket, c'est-à-dire qu'à ses côtés, elle a déjà son colistier premier ministre, Jordan Bardella, qui menait les troupes aux élections parlementaires, aux élections législatives du printemps dernier. Alors, c'est très conséquent. Un adversaire politique, ancien ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, hier, rapidement dans la foulée de la décision, en fait, du choix du parquet de demander son inéligibilité, disait « C'est pas vrai, un leader politique doit pouvoir rencontrer ses électeurs. On ne peut pas retirer à Marine Le Pen le droit de se présenter. Il y a comme un rapt démocratique. Ça a créé et ça continuera de créer beaucoup de secousses ici. Imagine le contexte là. C'est la représentante du parti qui a le plus d'appui auprès de l'électorat et à qui on pourrait dire, pour de bonnes raisons, parce que je pense que la démonstration qui a été... Mais tu sais, quand tu es député, est-ce que tu ne dois pas être exemplaire? C'est la question qui se pose. Et leur pratique, même si elle a été adoptée par d'autres qui ont choisi de détourner des sommes, leurs pratiques ne sont pas exemplaires. La démonstration, franchement, a été assez bien faite justement par le parquet. Et c'est la même droite qui, à répétition, dit la justice devrait être plus vigilante, plus exigeante, en particulier pour cette criminalité qui aujourd'hui n'est plus des faits divers en France, mais des faits de société. Donc, c'est le Rassemblement, le Front national, le Rassemblement national aujourd'hui, qui dit la justice n'est pas suffisamment costaude, on doit être tatillon, et qui plaide que les circonstances pour elle aujourd'hui sont différentes et que c'est une justice politisée. Ça ressemble beaucoup à ce que M. Trump disait. Et c'est la suite des choses. Est-ce qu'on va se battre dans le tribunal ou au tribunal de l'opinion publique pour transformer ce qui pourrait être extrêmement difficile pour eux, tant par les amendes que par la prison potentielle et l'inéligibilité, mais transformer ça en combat politique qui pourrait servir Jordan Bardella. Parce qu'imagine le gars, Bardella, dans quelques années, qui, dans 1 an, dans 2 ans, avec sa patronne qui est peut-être, ou son ex-patronne qui est en prison, qui ne peut pas être élue, imagine ce que ça lui donne comme potentielle force
auprès de ses électeurs en disant on nous a empêchés d'être présents au rendez-vous électoral. La justice, même si c'était pas vrai, on peut être de mauvaise foi, a été politisée. Et en France, c'est de plus en plus un enjeu. M. Sarkozy, l'ancien président... T'en parles, puis on reconnaît tout le téléroman Trump, là. Tu t'en parles, puis Exactement. on entend toutes les mêmes phrases, puis l'État profond, les gens, l'espèce de complot qui veut pas qu'une certaine droite soit élue. La magistrature. Hey, parlons-en des États-Unis. Est-ce que Matt Gaetz est un candidat sérieux pour devenir ce qui serait chez nous le ministre de la Justice? Je dois avouer que dans toutes les nominations de M. Trump, moi, c'est celle qui me jette à terre, là. Oui, il n'y a aucun doute et ça ressemble à un doigt d'honneur servi à l'ensemble de ceux qui observent ce qui se passe et particulièrement à ses anciens adversaires. Matt Gaetz, qui était sous le coup d'une enquête d'éthique au Congrès, il a démissionné d'ailleurs pour que cette enquête soit stoppée parce que normalement, à partir du moment où on ne siège plus, où on n'est plus un élu, automatiquement, le processus se termine. Matt Gaetz, il y avait eu des allégations. Une affaire de trafic humain, là. Tu sais, on dit un ministre de la Justice, il faut que ce soit une personne au-dessus de tout soupçon. Idéalement, le ministre de la Justice, c'est quelqu'un qui, tu sais, c'est impeccable, spick and span au niveau de son passé. Oui, parce qu'il s'était déplacé avec une jeune femme de 17 ans de Floride à Washington, si ma mémoire est bonne, je fais toujours attention là, parce que dans ce cas-ci, je te fais ça de mémoire, il avait été et aurait peut-être eu une relation donc inappropriée. Il a été accusé de trafic sexuel, trafic dans ce cas-ci parce qu'il y a un avion entre la Floride et Washington, mais oui, des allégations extrêmement sérieuses. Il n'a jamais... Alors, précisons, allégation, jamais reconnu coupable d'aucune manière, mais tu en parlais, dans les circonstances, quelqu'un qui sera futur ministre de la Justice, secrétaire de la Justice, procureur général, devrais-je plutôt dire, doit être au-dessus de tout soupçon et les apparences comptent. Malgré ça, M. Trump a décidé que ça serait son homme, probablement parce qu'il est à même de comprendre certaines des angoisses passées de M. Trump pour des accusations, sinon des allégations qui ont été portées contre lui. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? J'en sais rien. Mais c'est évident que c'est une manière de répéter. Moi, j'ai un programme, je sais où je m'en vais, j'ai mes gens, mes hommes et mes femmes, et je ne reculerai pas. Et à ce sujet, à peu près en même temps, il annonçait la nomination de Tulsi Gabbard. Alors, ça fait beaucoup de noms qui n'existaient pas dans nos galaxies. Tulsi Gabbard est un personnage extrêmement intéressant, influent sur la place publique parce qu'elle fait de la communication. Elle a justement, ou avait un podcast très écouté, mais c'est l'ancienne adversaire de Kamala Harris à l'investiture du Parti démocrate en 2019. C'était la vice-présidente du Parti démocrate en 2016. C'était quelqu'un qui était très près de Bernie Sanders et qui a littéralement tourné kazakh, viré kazakh. Le chemin de Damas. Il y a eu un moment où elle a eu une illumination, une épiphanie, puisqu'on est sur le chemin de Damas, et a dit non, ce parti démocrate n'est pas celui pour lequel je veux militer. On peut comprendre, il y a toute une série d'arguments qu'elle a présentés, un argumentaire assez détaillé, mais jamais on n'aurait soupçonné qu'elle puisse se rallier à Donald Trump. Ça s'est fait au cours des dernières semaines. Est-ce que c'était intéressé? Je ne veux pas le dire. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a un parcours intéressant, ancienne militaire, qui récemment s'est retrouvé, c'est le journaliste Matt Taibbi en particulier, journaliste d'enquête, Matt Taibbi, qui a rapporté l'affaire, mais confirmé, y compris par la principale intéressée, qu'elle s'est retrouvée lors de certains de ses déplacements sur une liste de surveillance de l'agence qui est responsable de la sécurité aérienne, donc qui, changeant d'avion, se rendait compte qu'il y avait des maréchals qui étaient à ses côtés, interpellés systématiquement quand elle descendait de l'avion. Donc, dans le collimateur des autorités, il n'y a jamais eu d'explication donnée. Est-ce que c'est de l'intimidation? Est-ce qu'il y avait de bonnes raisons? Mais évidemment, quand on se retrouve dans de pareilles circonstances, ça crée un doute. Là, maintenant c'est elle qui est la boss du renseignement dans le pays. C'est la grande patronne qui est au sommet de la pyramide, si elle est confirmée. C'est important toujours de le dire. Tous ces jobs annoncés dépendent de ce que le Sénat va confirmer ou M. Trump a théoriquement une majorité. Je dis théoriquement parce que tous ne sont pas ses amis, mais c'est elle qui serait vraiment au sommet, chargée de la coordination de toutes les agences de renseignement. C'est un job qui est potentiellement
extraordinairement puissants. Dans certains cas, c'est les directeurs ou de la CIA ou de la National Security Agency qui, parce que dans la partie, disons, politique en coulisses sont plus influents, réussissent à être les plus forts dans le monde du renseignement. Mais théoriquement, c'est elles qui coordonnent l'ensemble des activités du renseignement. C'est un job très conséquent. Stéphane, merci beaucoup. À demain. J'ai l'impression qu'on va détailler pour les 3 prochaines semaines l'ensemble des nominations de ces nouveaux joueurs. Pour le public, c'est des nouveaux noms à apprendre, là, mais dans le cas de Matt Gaetz, on va peut-être entendre son nom souvent. Moi, je ne serais pas surpris qu'au Sénat, même chez les Républicains, ça accroche, qu'il y en a qui ne veuillent pas de cette nomination. À demain, Stéphane. Je pense que tu as raison. Ciao. Bye-bye.